Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire de présentation du manuel de philosophie série technologique. Je suis Marine Vives, l'éditrice du manuel, et j'ai le plaisir d'animer ce live aujourd'hui avec les deux auteurs, Marc Rosmini et Guillaume Bonjour. Mont-Saint-Jean. Bonjour. Tous deux professeurs de philosophie en classe en lycée technologique et en classe prépa, qui accueille également des étudiants issus du bac professionnel et technologique à Marseille. Nous avons aussi une pensée pour Vladimir Biaggi, qui est le troisième auteur, mais qui n'a pas pu être présent avec nous aujourd'hui. Voilà. Euh, il est vrai que ces derniers mois, nos habitudes professionnelles ont été très bouleversées, mais grâce à la technologie, nous sommes très heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui dans ce webinaire pour échanger sur la réforme du programme de philosophie et surtout, grâce à cette présentation, pour vous donner tous les outils et toutes les clés en main pour utiliser au mieux notre manuel à la rentrée de septembre. J'introduis ce webinaire également avec une très bonne nouvelle pour vous dire que les spécimens papier sont en cours d'acheminement vers les établissements, voire déjà arrivés pour certains. Alors j'espère que vous pourrez tous très vite récupérer vos exemplaires papier. Si jamais il tarde encore à arriver, vous avez toujours la possibilité de consulter le manuel en feuilletable sur le site nathan.fr. Voilà, un petit mot sur les modalités et le déroulé de cette présentation. La présentation de Marc et Guillaume va durer une trentaine de minutes environ et un temps de questions-réponses, d'échanges en fin de présentation aura lieu aussi. C'est pourquoi je vous invite à poser toutes vos questions pendant la présentation via l'onglet questions chat dédié à cet effet dans votre colonne de contrôle à droite normalement. Nous y répondrons au maximum en fin de présentation. Si jamais des questions passent à la trappe ou nous n'avons pas le temps de répondre à tout, vous pourrez nous les envoyer par mail et évidemment nous reviendrons vers vous. Quoi qu'il en soit, rassurez-vous, la vidéo et le replay de ce webinaire vous sera transmis demain par mail. Donc voilà, si des informations vous échappent, vous pourrez reprendre pas à pas tranquillement la vidéo. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je laisse maintenant la parole aux auteurs. Merci pour votre participation et bon webinaire à tous. Merci Marine. Bonjour, merci effectivement pour votre participation. Donc nous allons en quelques minutes vous présenter l'essentiel du travail que nous avons fourni pour ce manuel. Alors tout d'abord, comment est-ce que nous avons envisagé le nouveau programme par rapport à ce manuel? Donc comme vous le savez, le programme change un petit peu puisque nous passons de 12 notions à 7. Donc les chapitres, puisque nous avons gardé un chapitrage par notion, les chapitres sont plus denses, plus fournis, mais nous avons aussi eu à cœur d'insister sur la circulation et le croisement possible entre les notions, entre les chapitres. Par exemple, dès le début du manuel, aux pages 14-15, on peut regarder là, dès le début du manuel, nous avons proposé des schémas autour des fameuses grandes perspectives, hein, que vous savez que ces nouvelles perspectives sont censées orienter les sujets du baccalauréat et donc notre travail tout au long de l'année. Et donc, nous avons proposé des schémas qui permettent à l'élève et puis au professeur de naviguer dans le manuel à partir d'une perspective. Ici, par exemple, l'existence humaine et la culture, qui renvoie notamment à certaines notions hein, du programme, la technique, l'art, la liberté, aussi à d'autres concepts, l'histoire, le progrès, la tradition, etc. Et puis, pour chacune de ces notions et de ces concepts, nous avons indiqué quelles sont les pages, quels sont les textes, quels sont les documents, ce qui permet en fait de proposer une sorte de matrice aux collègues qu'ils peuvent utiliser pour créer des sujets de dissertation, puisque encore une fois les perspectives orienteront les sujets du baccalauréat, pour créer des sujets de cours aussi, pourquoi pas. Ça peut permettre à l'élève aussi de naviguer dans le manuel. Et donc, ça peut comme ça donner une cohérence et donner une multiplicité de façons d'entrer dans le manuel. Nous avons aussi eu à cœur de bien structurer chacun des chapitres et de proposer une progression qui nous a paru cohérente. Et en effet, nous avons repris la progression qui caractérisait déjà les précédentes éditions, même si, comme on va le voir plus tard, nous avons considérablement renouvelé et renforcé différents éléments. Donc cette progression, on peut la regarder, par exemple, si on regarde dans le sommaire, page 10, on voit donc le chapitre nature, mais on aurait pu prendre sur d'autres chapitres. On voit un premier temps, donc on a toujours le même schéma, une première étape de découverte, 2 doubles pages,
qui est constitué de petits exercices différents, interrogés sur le langage spontané, sur les expressions, sur des éléments qui normalement sont assez parlants pour les élèves et qui ne présupposent pas la maîtrise de textes. Puis évidemment la très longue séquence des textes et documents, et à la suite de quoi on retrouve d'une part une leçon. Il nous a toujours semblé important qu'il y ait cette tradition philosophique de la leçon, puis les repères sur lesquels je reviendrai un instant après, et enfin toute une batterie d'exercices, d'applications, donc des petits exercices d'une part, vous voyez là, page 160-161, une double page, et ensuite la méthode dont Marc parlera plus longuement tout à l'heure. Je voudrais m'arrêter un instant, donc à l'intérieur de cette courbe, m'arrêter un instant sur la question des repères. Donc on est page 157, si on continue dans le chapitre sur la nature. Les repères donc existaient déjà dans le programme précédent. Il y a beaucoup plus de repères cette fois-ci, et il s'agit d'outils. Donc en aucun cas, et c'est précisé dans le programme, il ne s'agit pas de faire un cours sur les repères. Nous avons donc opté pour le fait de diluer les repères en quelque sorte et les donner à comprendre, à saisir en situation. Donc là, vous voyez leçon sur la nature, et dans la foulée, il y a 3 pages de repères. Donc nous avons choisi, de façon, on l'espère, pas complètement arbitraire, nous avons choisi de traiter certains repères dans le cadre d'une notion. Et donc, il y a à chaque fois, dans ce chapitre type, après la leçon, il y a les repères auxquels l'élève peut être renvoyé, bien entendu, sans avoir étudié la leçon en question, mais qui prennent tout leur sens. Voilà, les repères sont en quelque sorte incarnés parce qu'il est un peu difficile, il nous semble, d'expérience. Les repères sont parfois un peu abstraits pour les étudiants, donc nous avons cherché à pallier cette difficulté. Marc va maintenant nous parler de plusieurs points forts du manuel, en commençant par la collaboration avec le Quai Branly. Oui, nous avons effectivement eu la chance de concevoir ce manuel en collaboration avec le musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris, donc musée d'anthropologie bien connu. Donc on peut regarder par exemple aux pages 228-229. Alors pour chaque chapitre, donc pour chaque notion, nous avons choisi un objet dans la collection du Quai Branly, un objet qui, vous le voyez, est accompagné d'une notice explicative, d'un texte, ici un texte d'Arthur Lockman en l'occurrence, et puis d'une série de questions. Alors, nous avons essayé de prendre ces objets au sérieux, en quelque sorte, c'est-à-dire de nous laisser étonner par eux, de ne pas réduire l'objet anthropologique à un prétexte, à un discours directement abstrait, mais vraiment de nous questionner, comme on pourra se questionner avec les élèves en classe, autour de l'objet lui-même. Par ailleurs, effectivement, nous avons eu envie de proposer des textes en contrepoint à chaque fois. Donc ici, par exemple, le texte d'Arthur Lockman est un texte qui nous interroge sur le travail, sur l'éthique du bien faire et sur la notion de responsabilité. Donc, outre le fait que l'objet issu du Quai Branly, en fait, permet à l'élève de se décentrer, nous avons encore, bien sûr, encore une fois, nous avons choisi ces objets pour permettre à l'élève de sortir de son univers familier. Les objets sont parfois un petit peu étonnants, voire dérangeants. Mais l'idée, c'est aussi de montrer que derrière ces objets, il y a des questionnements qui peuvent être universels et qui peuvent renvoyer aussi à d'autres passages du manuel, puisque ici, nous avons par exemple une réflexion sur la responsabilité et la technique que l'on va pouvoir retrouver avec d'autres textes, des textes classiques d'un Sionas ou un texte de Jean-Marc Sauvé aussi sur l'usage de l'intelligence artificielle dans la justice. Et voilà, donc ça permet là aussi, nous donnons des outils aux collègues et puis aux élèves pour voyager dans le manuel. On peut voir un autre exemple, page 114-115, toujours autour du Quai Branly, un tableau illustrant l'abolition de l'esclavage sur l'île de la Réunion. Alors là aussi, nous prenons l'objet au sérieux, nous sommes vraiment partis d'un questionnement sur l'objet lui-même, avec des questions qui concernent la structuration du tableau, une analyse plastique, etc. Et puis, nous renvoyons aussi à des textes, bien évidemment. Et puis, l'intérêt, c'est que ce thème de l'esclavage, nous allons le retrouver à plusieurs passages dans le manuel. C'est une thématique qui va revenir, et notamment, elle va revenir sous forme d'infographie, puisque nous avons eu envie d'introduire dans ce manuel des documents infographiques, ce qui nous a semblé moins courant dans les manuels philosophiques.
En effet, bon, notre tradition philosophique, notre pratique comme professeur de philosophie est véritablement centrée sur le texte. Et c'est heureux, évidemment. Il nous a semblé que la question de l'image était une question de plus en plus prégnante et nous savons tous, entre collègues, que même si les élèves sont persuadés de vivre dans un monde d'images et d'être à l'aise avec les images, il est très difficile d'interroger les images, de les faire parler, de les questionner. Donc nous avons insisté là-dessus avec les objets du Quai Branly, comme Marc l'a montré. Nous avons souhaité intégrer de façon structurelle, si on peut dire, cartographie et infographie qu'on retrouve dans chaque chapitre. Il nous a semblé qu'aujourd'hui, aider les élèves à décrypter des questions à travers cartographie, infographie, c'était important. Si on prend par exemple la page 111, on voit que le prolongement annoncé par Marc de cette célébration donc de l'abolition de l'esclavage, on la retrouve dans les textes et documents et nous traitons une image comme un texte. Cette image, c'est une carte qui a été conçue spécialement pour le manuel, donc vraiment à partir de l'organisation générale et d'une problématisation. Cette carte interroge sur la situation contemporaine à travers le monde et sur le fait qu'il existe encore, bien entendu, des formes d'esclavage. Donc, apprendre à déchiffrer le monde, apprendre à déchiffrer une carte, on retrouve cette préoccupation qu'on a avec l'infographie et non plus la cartographie. Si on prend par exemple le chapitre sur la vérité, la page 257, on essaye de donner aux élèves un outil. Vous voyez, on propose un schéma. En soi, ça n'est pas d'une originalité folle. Ce qui est original, c'est de traiter dans tous les chapitres, d'avoir un item qui soit un document dans lequel on essaye de souligner la force de l'image. Donc ici, comparaison assez classique de deux courbes différentes du chômage qui sont en fait deux représentations graphiques de deux définitions différentes du chômage. Donc ça renvoie évidemment à la question des chiffres qui demandent à être lus plutôt que les chiffres mentent, c'est qu'est-ce qu'on y lit, qu'est-ce qu'on leur fait dire, etc. Donc, Quai Branly, cartographie, infographie, et puis un troisième point fort dans le traitement des images et des documents, c'est le cinéma dont va parler Marc. Alors, par rapport à la place du cinéma, donc nous proposons 6 doubles pages. Ici, on peut regarder à la page 170, 171. Alors, nous avons essayé de renouveler un petit peu l'approche, d'éviter peut-être des films que l'on trouve ou que l'on a trouvé très souvent dans les manuels de philosophie ces dernières années. Nous avons essayé, comme ici avec Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki, de valoriser la culture de certains de nos élèves. Ici, on a affaire à un film qui est assez connu par beaucoup d'élèves. Donc, valoriser cette culture-là pour créer avec eux une sorte de culture commune et de leur montrer que nous pouvons philosopher à travers des objets qui appartiennent à leur univers culturel à eux. Ça nous a semblé intéressant. La deuxième chose que nous avons essayé de faire, c'est que nous essayons de ne pas réduire les films là aussi à des prétextes pour parler d'autre chose, mais nous tentons de partir vraiment du film lui-même, même s'il n'est pas absolument nécessaire que les élèves aient vu le film, nous y reviendrons. Nous essayons de partir du film lui-même et nous essayons de ne pas séparer le questionnement esthétique, c'est-à-dire le questionnement sur la forme elle-même cinématographique, des questionnements, disons, éthiques, politiques, anthropologiques, ontologiques ou autres. C'est-à-dire de ne pas directement partir sur des thèmes plus abstraits, mais de partir aussi vraiment de l'image, du son, du montage, etc. On peut voir un autre exemple aux pages 94-95. Donc, Minority Report, Steven Spielberg. Voilà. Donc, alors, ces pages cinéma, elles sont intercalées entre chaque chapitre et elles permettent aussi justement de naviguer là aussi, de voyager dans les notions, puisque comme vous le voyez en bas, nous proposons pour chacun des films plusieurs entrées notionnelles, qui sont bien sûr sur les 7 notions du programme, ce qui permet là aussi de faire des ponts avec d'autres textes, avec d'autres films, avec d'autres images, avec de l'infographie, etc. Et puis, par exemple, ici, de poser la question autour de la justice, nous traitons de la justice par rapport à Minority Report, de voir aussi les enjeux contemporains. Nous avons essayé de choisir des films qui sont assez proches de nous. Et l'enjeu ici, c'est par exemple de réfléchir sur une justice qui serait préventive, une punition qui serait préventive, et de réfléchir aussi à certains dispositifs, par exemple de lutte contre le terrorisme, qui font partie de notre actualité. Et par rapport à l'actualité des films, nous avons même introduit un film très très récent,
puisqu'il s'agit des Misérables de Lajli. Oui, ce film qu'on peut voir page 208-209, donc là c'est un bon exemple d'un film récent et dont qu'on essaie d'ouvrir en quelque sorte. Il n'est pas question pour nous de simplement présenter 4 photos vignettes qui seraient illustratives et permettraient à l'élève en feuilletant de dire ouais, c'est chouette, mais de montrer comment à partir de ce film on peut poser des questions, retrouver des questions évidemment que nous avons nous accrochées à en l'occurrence 4 des 7 notions au programme, et donc d'outiller en quelque sorte, d'exercer l'étudiant au fait que le cinéma est un terrain qu'il pratique, qu'il connaît et qui n'est pas totalement déconnecté du questionnement philosophique. Donc vous voyez, place importante de l'image sous 3 registres différents, quai branly, carto, infographie et le cinéma. Maintenant, on peut essayer de montrer comment on a abordé la question de la méthode, de la dissertation, de l'explication de texte, donc de notre approche de la méthodologie. Et Marc va nous parler ici en particulier des sujets guidés. Voilà, effectivement, dans le manuel, nous avons essayé, on peut regarder ici aux pages 168, 167, nous avons essayé, comme le disait Guillaume tout à l'heure, de varier les exercices et de proposer des exercices très courts, des exercices de moyenne longueur et puis des exercices aussi un petit peu plus longs. Bon, nous savons que les séries technologiques, nous les avons que 2 heures par semaine, donc c'est parfois difficile d'avoir des progressions très approfondies et très suivies. On sait que parfois il y a une forme d'émiettement ou de fragmentation, en tout cas il y a un risque. Donc, il nous a semblé important de proposer 7 quadruples pages pour le coup, hein, puisqu'il y a 2 doubles pages, il y a les 2 pages suivantes aussi, 168, 169. Alors, en l'occurrence, ici, on a une explication de texte, sur un texte de Jeanne Hersch, puisque nous avons eu à cœur, comme vous en doutez, de faire entrer les nouveaux auteurs, nouvelles autrices en l'occurrence, qui arrivent dans le programme, puisqu'il y a de nombreux nouveaux noms qui apparaissent dans la liste des auteurs qui peuvent tomber au baccalauréat. Donc, un texte de Jeanne Hersch, et là aussi, pour les pages méthodes, nous essayons de donner beaucoup de conseils aux élèves, en sachant que pour avoir une grande pratique de l'enseignement en classe technologique depuis très longtemps, nous savons que si les élèves, le jour du baccalauréat, suivent 2 ou 3 des conseils que nous leur avons donnés dans l'année, ça sera déjà suffisant pour avoir une bonne, voire une très bonne note. Donc, beaucoup de conseils, et puis aussi des exercices parfois partiellement rédigés, où nous tenons un petit peu la main de l'élève, parce qu'on sait qu'aussi il y a un passage à l'écrit qui est parfois difficile, donc des textes semi-rédigés qui permettent là aussi à l'élève de prolonger le travail. On peut voir aussi aux pages 204-205, alors là c'est le même principe, 4 pages de méthode autour d'un sujet du baccalauréat. Ici c'est une dissertation, page 204-205, une société peut-elle se passer de religion? Et pour chacun des sujets guidés, donc il y en a 7, pour chacun nous avons également fait un point un peu particulier, un zoom sur une compétence particulière. Ici, il s'agit de l'usage des repères. Hein, Guillaume en parlait tout ça. Il est intéressant de montrer aux élèves que face à un sujet, l'élève est souvent démuni, il a l'impression de ne pas savoir quoi faire. Et bien que les repères, s'il les connaît, s'il en maîtrise un petit peu la liste et les contenus, eh bien les repères peuvent être une manière d'aborder la question. Ici, par exemple, le repère absolu relatif par rapport à cette question de la religion et de la société. Voilà, nous multiplions encore une fois les conseils, les consignes, les types d'exercices afin que l'élève puisse s'approprier doucement, progressivement, à son rythme, les méthodes. Et puis, à la toute fin du manuel, nous avons également proposé d'autres outils possibles dont Guillaume va vous parler à l'instant. Oui, ici, en dehors de cet chapitre, donc, page 284-285 par exemple, Marc et moi avons donc une assez longue expérience à la fois des terminales techno, des prépas pour des élèves de bac pro ou de bac techno. Donc nous sommes façonnés des outils. Là, par exemple, une double page dans laquelle, vous voyez, au centre, prenons une thèse ou un jugement et essayons de voir comment on peut la travailler dans 4 directions différentes, quels en sont les présupposés, les conséquences, à quelle tradition ça se rattache, comment formuler un problème général dont cette thèse incarnerait un temps. Donc cet outil-là, et même chose dans les 2 pages suivantes, 286, vous avez quelque chose dont les élèves sont assez demandeurs, hein,
Mais alors, comment formuler? Souvent, dans les corrections de dissertation, on dit mais à reformuler. Donc là, on a proposé des exemples de formulation qui, évidemment, ne sont pas des normes. Et sur la page de droite, page 287, un certain nombre d'outils, en quelque sorte, la notion d'hypothèse, la notion de déduction, de causalité. Voilà, donc en termes de méthodologie, voilà la façon dont nous avons essayé de couvrir ou de donner des outils. Maintenant, troisième temps après les images et la méthode, la question des textes. Donc le premier point, c'est, on peut le voir par exemple dans le chapitre justice, page 68 par exemple, nous avons tenté de trouver, ce qu'on avait déjà cherché dans les éditions précédentes, de trouver un équilibre entre des textes des grands classiques, donc l'apologie de Socrate, effectivement, difficile de l'éviter en disant c'est un très grand classique dans le chapitre justice, mais 3 pages plus loin, page 71, donc sur la double page suivante, un texte de Tocqueville qui est un peu moins connu, qui est l'éloge que fait dans Tocqueville dans De la démocratie en Amérique, l'éloge des jurés. D'expérience, nous savons que les élèves sont assez sensibles à cette question des jurés, de pouvoir être tirés au sort et de pouvoir participer au fait de rendre la justice. Et Tocqueville souligne la vertu éminemment pédagogique, l'apprentissage du politique qui se passe dans cette expérience. Donc, il nous a semblé que c'était intéressant. Et puis, pour prendre dans un autre chapitre, par exemple, page 150, là, alors, un texte carrément différent, d'un autre statut, beaucoup plus contemporain. Vous voyez sur la page de gauche, quelle place pour les êtres naturels non humains, donc au cœur des questionnements contemporains sur l'anthropocène, sur l'écologie, un manifeste, donc non pas un texte philosophique classique, mais un manifeste pour, sur tous les débats actuels, comment doter la loi, en l'occurrence, d'un statut qui permette donc de lui donner la parole, de lui donner une représentation. Donc, il nous a semblé que ça méritait d'être considéré comme un texte à part entière. Donc voilà pour cet équilibre entre les classiques et les anciens. Et puis, nous avons cherché aussi à ne pas éviter certaines questions qui sont des questions chaudes, voire brûlantes. Et par exemple, à cet égard, à la page 65, nous trouvons un texte de Jérémy Bentham qui porte sur l'homosexualité, ou plus précisément sur l'homophobie et sur la pénalisation, à l'époque où Bentham écrit, la pénalisation de l'homosexualité. Alors c'est un texte que j'ai déjà utilisé en classe avec des séries technologiques, donc je sais qu'il peut être très pertinent par rapport à des préoccupations qui sont celles parfois de nos élèves. La question de l'homosexualité, de l'homophobie est une question qui peut poser problème en classe parfois. Et il est tout à fait intéressant de voir qu'un texte ancien permet de proposer des distinctions conceptuelles, ici entre un jugement de goût, un jugement de valeur, un jugement moral ou un jugement juridique. Donc, de voir comment un texte ancien qui propose des distinctions conceptuelles peut permettre à l'élève d'éviter de mal poser les problèmes et donc d'éviter des jugements qui sont des jugements erronés, qui sont des jugements qui ne sont pas forgés. En fait, voilà. Donc, c'était un détour qui nous a paru intéressant. Et puis, dans le même ordre d'idée, à la page 101, par exemple, nous proposons également un exercice autour des questions qui se posent autour du port du voile par certaines femmes musulmanes, autour du hijab. Là aussi, sujet extrêmement sensible dans notre société. Et il nous a paru très intéressant de voir de montrer à l'élève que la philosophie et sa manière propre de poser les problèmes et les questions pouvait là aussi désamorcer des faux problèmes, désamorcer des fausses polémiques et voir en fait le fond des questions et le fond des sujets. Voilà. Par ailleurs, le manuel a été bien sûr pensé pour que les enseignants puissent se l'approprier de différentes façons, comme on a déjà commencé à le montrer. Et puis Guillaume va prolonger cette réflexion sur les manières de s'approprier cet outil. Oui, si on essaye de synthétiser en quelque sorte ce qui nous a guidés comme mode d'action, nous avons cherché à favoriser un questionnement de l'élève, à le faire surgir, à l'affiner, à le nourrir, à le problématiser, j'allais dire à tous les étages, de façon différente et à un rythme différent. Autrement dit, qu'il s'agisse de la double page d'ouverture, qui est toujours une photo avec une seule question. C'est donc très sommaire en apparence, mais il s'agit là de permettre à l'élève de questionner un document,
de façon assez spontanée, assez prime sautière. Et puis, toutes les étapes dont j'ai parlé tout à l'heure au sein du chapitre type, à chaque étape, donc, un questionnement qui est de plus en plus riche, en quelque sorte, de plus en plus nourri. Donc, l'enjeu, c'est le questionnement de l'élève et c'est aussi le fait de le rendre actif. Donc, d'expérience, nous savons, Marc y faisait allusion tout à l'heure, que les élèves nous oublient d'une fois sur l'autre, que 2 heures, c'est très court. Et donc, nous avons tenté de construire un outil au service des collègues qui permette, qui appuie donc un questionnement assez actif aussi bien en 20 minutes, à l'échelle d'1 heure de cours, en pouvant à l'intérieur d'1 heure de cours changer éventuellement d'exercice, et d'un autre côté, construire un questionnement qui est plus long, peut-être sur l'arc de 2 semaines, et permettre à l'étudiant donc de garder cette attitude assez active. Un exemple à cet égard, c'est la façon dont on peut utiliser la présence du cinéma dans le manuel. Oui, par exemple, moi personnellement, depuis quelques années en série technologique, pour essayer de conjurer le risque que Guillaume évoquait à l'instant, ce risque d'éclatement, ce risque que l'élève oublie un petit peu ce dont on a parlé la dernière fois, la difficulté d'avoir un suivi avec aussi peu d'heures de cours, eh bien, je consacre en fait chaque trimestre à un film. Donc, le cours est vraiment organisé autour de films. Je demande aux élèves de voir chez eux ou que je leur montre en classe, selon les moyens matériels dont je dispose et le temps dont je dispose. Et puis, donc, ça permet en fait de créer une culture commune. Ça crée donc un objet commun de questionnement dont on sait que tout le monde l'a bien vu. Donc, ça peut être bien sûr les films que nous proposons. Je l'ai fait plusieurs fois avec un film comme Scarface, par exemple, qui est dans le manuel, ou d'autres films. Et ça permet aussi, alors l'avantage également de travailler comme ça, c'est que ça permet de réfléchir sur l'art, sur les questionnements propres à la philosophie esthétique, autour d'un objet aussi qui peut être considéré justement comme une œuvre d'art, le cinéma comme art et le film comme œuvre d'art, qui permet là aussi de donner des références communes aux élèves et à l'enseignant sur une thématique où parfois les références artistiques des élèves et les nôtres pas tout à fait les mêmes, et l'élève peut ressentir comme ça un décalage. Le fait de travailler sur des films ensemble peut réduire cette distance. Pour terminer, nous voudrions dire quelques mots sur ce qui accompagne le manuel, hein, c'est-à-dire la galaxie, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas sur les ressources qui sont au-delà du manuel papier tel qu'il existe. Alors, 2 choses rapides, notamment, nous avons rédigé des devoirs par rapport au sujet guidé dont je parlais tout à l'heure. Nous avons proposé des rédactions. Alors, on sait que c'est toujours un peu difficile parce que ça peut être aussi intimidant pour l'élève de se dire « je n'arriverai jamais à faire ça ». Bon, nous avons essayé d'utiliser un style et d'utiliser des formules qui ne soient pas justement trop intimidantes. Et puis, l'innovation de ce manuel, c'est aussi, on peut voir la page 6, c'est ce que nous avons appelé les voies du débat. Donc, nous avons enregistré un certain nombre de vidéos qui sont donc listées à la page 6 du sommaire, si on peut la voir. Et alors, donc, ce sont des vidéos qui permettent à l'enseignant, mais surtout à l'élève, chez lui, soit de prolonger, soit d'anticiper sur un cours, sur un problème. Nous les avons centrés à la fois sur des points de méthode et aussi sur les sujets sensibles que nous évoquions tout à l'heure. Et ces petites vidéos, donc l'élève peut regarder chez lui ou qu'on peut revoir en classe, peuvent aussi se prêter à des exercices assez variés, comme l'entraînement à la prise de notes. On sait que là aussi, c'est un vrai problème avec nos élèves. L'entraînement à la prise de notes, l'entraînement à la synthèse. On peut demander aux élèves d'écouter ces petites vidéos chez eux, puisque c'est un support qui leur est quand même plus familier que le texte. Donc, l'exercice de synthèse. On peut aussi leur demander de prolonger, de créer une série de questions, un questionnement après avoir écouté ces vidéos pour prolonger le débat, pourquoi pas organiser les débats en classe, entre eux, etc. Donc là aussi, ces petites vidéos, les voies du débat, relèvent d'une tentative de varier les supports, de varier les approches et de permettre à l'élève de rentrer dans la réflexion philosophique par les biais qui lui seront peut-être les plus simples et en tout cas les moins intimidants. Alors, si on peut, en guise de bilan, en quelque sorte, essayer de synthétiser ce que nous avons cherché à faire. Vous le voyez, c'est assez riche. Le fait de n'avoir que 7 notions permet d'avoir des notions, des chapitres assez consistants. Vous voyez que nous avons multiplié les outils
et les propositions de méthodes. Donc, que ce soit dans les perspectives, que ce soit dans les outils de méthode en fin d'ouvrage, que ce soit dans la dizaine de pages à l'intérieur de chaque chapitre sur l'accompagnement méthodologique, beaucoup d'outils avec toujours une structure relativement simple, nous l'espérons même très claire, très bien définie. Donc ça, c'est un premier point. Varier les outils toujours dans une même perspective. La deuxième caractéristique, c'est ce manuel et la troisième édition d'un manuel que nous avons commencé à 2 avec Vladimir Biaggi et maintenant à 3 avec Marc Rosmini. Vous retrouvez donc ceux qui connaissent déjà le manuel, on est vraiment dans une continuité et pourtant nous avons renouvelé considérablement les auteurs présentés, nous avons élargi, donc on est dans une continuité de la collection et dans une innovation ou un renouvellement de très nombreux éléments. Et puis le troisième et dernier point, c'est le fait que d'expérience, Marc, Vladimir et moi savons combien il est difficile d'enseigner avec des élèves en techno. Donc nous avons cherché à être très pragmatique, en un sens très modeste, et pourtant d'avoir un manuel assez ambitieux avec des auteurs qui ne sont pas des auteurs au rabais et des textes eux-mêmes qui sont parfois des textes difficiles qu'on essaie d'accompagner le plus possible. Donc cette idée d'être à la fois pragmatique et ambitieux parce qu'il nous a semblé que l'enseignement en terminale techno le méritait bien. Et voilà donc ce que nous avons essayé de faire et nous serons ravis tout à l'heure de répondre à vos questions. Bien. Voilà, je réapparais. Merci beaucoup Marc et Guillaume pour cette présentation très éclairante et intéressante du manuel. J'espère qu'elle aura donné envie à notre auditoire. Juste un petit mot concernant les ressources. Vous pourrez retrouver l'intégralité des vidéos dont Marc a parlé et Guillaume sur le site compagnon Nathan. Donc elles y sont déjà, vous pourrez les retrouver. Et également un petit mot pour les enseignants qui seraient en région 100% numérique. Le manuel existe en version e-manuel. Donc vous pourrez retrouver sur nos plateformes le manuel numérique sans problème. Voilà, alors j'ai des questions pour vous, Marc et Guillaume. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, si vous en avez davantage à les poser via l'onglet questions chat, on y répondra sans problème. J'en ai déjà une. Alors, Marc, Guillaume, première question. Comment est née l'idée du partenariat avec le musée du Quai Branly en particulier et comment le musée a réagi? Je commence, Marc. Vas-y, vas-y. Cette idée est née à plusieurs niveaux. D'une part, on a beaucoup insisté là dans cette présentation sur l'attention qu'on porte aux images. Or, derrière les images, au-delà des images, il y a parfois des objets. Mais le manuel ne peut pas apporter les objets en salle de cours. Déjà, c'est parfois pas facile pour les collègues de venir avec des objets. Donc, on a cherché un biais pour passer au-delà des images et s'intéresser aux objets, à leur matérialité, à leur mise en perspective. Et tout de suite, nous avons pensé musée. Et là, la question quel musée s'est posée. Nous avons cherché à travailler avec un seul musée plutôt qu'à nous éparpiller avec beaucoup de musées. Comme il y avait déjà pas mal de peintures et que c'est un outil assez classique, nous avons cherché un musée qui ne se caractérise pas par les peintures, même si, comme on l'a vu pour la célébration de l'abolition de l'esclavage, il y a aussi des peintures au Quai Branly. Donc l'idée du Quai Branly est née par la force de leur collection. Et puis la deuxième raison qui nous a poussé au Quai Branly, c'est la longue tradition de cousinage entre anthropologie et philosophie. Beaucoup des anthropologues français passés ou actuels, qu'on pense à Marcel Mauss, à Lévi-Strauss, qui évidemment sont des auteurs au programme, mais qu'on pense aujourd'hui à Descola, Bruno Latour. Beaucoup d'anthropologues sont de formation philosophique, donc il nous a semblé assez légitime de souligner ce cousinage, cette proximité, quand bien même la plupart de nos élèves n'ont jamais entendu le mot anthropologie et ne savent pas ce que c'est. Raison de plus pour le proposer. D'accord.
Quant à la réaction peut-être et à la collaboration, donc au départ, donc nous avons commencé par consulter les collections et par aller au Quai Branly hein, en se promenant. Alors ça, c'était assez stimulant, vous vous en doutez, en tant que professeur de philosophie, de partir d'un fond aussi riche et de se demander, voilà, choisir cet objet, cette notion, donc quelle question privilégier, etc. Nous avons fait une première proposition au musée du Quai Branly, donc qui est très musée qui est très satisfait de cette collaboration, parce qu'effectivement, ils ont beaucoup de pratiques pédagogiques, mais pas forcément énormément avec des classes de terminale, avec des enseignants de philosophie, donc ça les a intéressés d'avoir ce nouveau regard sur leur collection. Et puis, certains des objets que nous avons proposés ont été retoqués, si j'ose m'exprimer ainsi. Par exemple, pour la religion, nous avions proposé un objet qui comportait un crâne humain, hein, un objet rituel polynésien, donc sur lequel donc il y a eu une sorte de refus, donc nous avons dû chercher autre chose. Donc ça a été vraiment un dialogue. Et au final, les objets qu'ils nous ont proposés, comme la boîte de divination, par exemple, pour le chapitre sur la vérité, ne sont pas des objets auxquels on aurait forcément pensé spontanément, mais qui vraiment nous ont aussi, d'une certaine manière, obligés à travailler, parce que voilà, quand on travaille sous contrainte, on est souvent plus fécond et plus efficace. Et donc, il y a vraiment cette idée que le résultat, disons, est vraiment le fruit d'une vraie collaboration entre nous et pas simplement d'un choix qui aurait été simplement ou le leur ou le nôtre. Quoi. Voilà, c'est vraiment le mot collaboration est tout à fait adapté en l'occurrence. Tout à fait, je confirme ce travail. Question donc pour rebondir justement sur le Quai Branly. Par ailleurs, organisez-vous des sorties au musée et le conseillez-vous dans cette optique d'élargir à la fois les supports et puis les visions et les approches? Alors bon, Oui. d'abord, Dans je les voudrais moyens préciser possibles, j'imagine. que Guillaume Mont-Saint-Jean, donc un des 3 auteurs du manuel, est lui-même commissaire de nombreuses expositions. Hein. Donc, par exemple, cette année, j'ai eu la chance de pouvoir amener mes élèves à une des expositions qu'il avait conçues sur le temps de l'île au MUSEM. Alors, oui, alors finalement, ce qu'on peut faire dans une exposition avec des élèves ressemble un petit peu à ce qu'on a essayé de faire dans le manuel, c'est-à-dire s'étonner, se questionner, produire du discours, produire de la philosophie. Et ce que je fais souvent avec mes élèves dans les musées, c'est justement de leur demander eux-mêmes de choisir des objets dans le musée, par exemple en leur distribuant des sujets de dissertation alors, qui sont liés bien sûr au musée qu'on va visiter, des sujets sur l'art par exemple dans un musée artistique, et de leur demander eux-mêmes en fait de faire le lien, parce que bon, la question du musée, la question de l'objet, c'est que soit on part directement sur des abstractions et on oublie l'objet, d'une certaine manière on l'instrumentalise et ça sert pas à grand chose d'organiser une sortie si c'est juste pour utiliser les objets comme des prétextes. Et puis l'autre écueil, ça serait justement de ne pas arriver à se décoller et de ne pas arriver à philosopher, c'est-à-dire quand même à un moment accéder à l'abstraction. Donc cet aller-retour entre l'abstraction, de la réflexion philosophique et le caractère très concret de la rencontre avec l'objet et avec les objets, parce qu'une exposition, Guillaume est bien placé pour le savoir, c'est mettre des objets en résonance. Voilà, c'est quelque chose d'assez riche parce que ça permet justement de garder ces deux bouts de la chaîne. Moi, j'aurais sur l'organisation presque matérielle de la sortie, j'aurais, si je peux me permettre, une petite suggestion ou un conseil, c'est éviter le Louvre. Je pense en particulier à beaucoup de collègues qui sont comme moi loin de Paris. Et on sent bien qu'il y a une sorte de pression, de demande des élèves, des familles, à aller au Louvre, aller au musée d'Orsay. Il y a, pour ceux qui sont en ville, il y a toujours, ou presque toujours, des musées plus petits, plus près. Privilégions ces petites institutions qui, d'une part, en temps de post-Covid, vont vraiment avoir besoin de nous, et d'autre part, ça permet un travail continu d'une année sur l'autre. Donc, n'hésitez pas à rencontrer les conservateurs, à préparer ces sorties, et il n'y a pas de musée dans lesquels on ne puisse pas faire surgir de questionnements philosophiques. Donc voilà, privilégions ce qui est à côté de chez nous et que, paradoxalement, nos élèves connaissent moins bien que ce qui est très loin, très gros, très connu, très médiatisé. Et juste si je peux ajouter un tout petit mot, les élèves de séries technologiques sont souvent valorisés par ces sorties parce que en fait ils ont un peu l'impression que les sorties au musée c'est que pour les L entre guillemets, éventuellement pour les ES ou les S, mais pas pour les séries technologiques. Et c'est vrai que quand on leur propose des sorties culturelles, eh bien pour eux c'est aussi une manière de restaurer l'estime qu'ils ont pour eux-mêmes et de les prendre au sérieux comme des vrais élèves entre guillemets de philosophie, puisqu'ils ont parfois l'impression
que les matières générales sont un peu négligées par rapport au poids des coefficients dans les matières technologiques. Et donc la sortie au musée ou ailleurs, dans d'autres lieux culturels, c'est aussi vraiment l'idée de les prendre au sérieux et de les considérer exactement comme tous les autres élèves, et ils y sont souvent sensibles. Super, en effet, très bon argument. Écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, je regarde, mais a priori, je crois qu'on a terminé. Alors écoutez, il n'y a plus qu'à vous remercier, Guillaume et Marc. Merci beaucoup pour ces Merci. interventions. Merci Merci à vous. au public d'avoir participé aujourd'hui. Et je crois qu'on peut clôturer ce webinaire philosophique. À bientôt. À Au très revoir. bientôt. Merci.